Je vous propose maintenant d'écouter notre second expert de la matinée. Nous avons vu avec Jean-Benoît Agnani ce qu'est la 5G et ce que ça veut dire en termes de fréquence et de changement technologique. On va maintenant échanger de la FIG autour des questions et des enjeux que pose cette évolution technologique. Jacques-François, vous êtes avec nous? Absolument. Bonjour. Donc Jacques-François Marchandise est directeur de la recherche et de la prospective et également délégué général de la FIG. Il a été l'un des fondateurs de cette fondation Internet Nouvelle Génération il y a 20 ans déjà. Et l'innovation et la prospective des transformations numériques. Et vous le faites depuis les années 80, donc vous avez un regard au long cours sur ces questions-là. Et c'est d'ailleurs sur ces questions que vous intervenez, puisque vous êtes également enseignant à Rennes 2, sur le lien entre les technologies et la société. Quelques mots d'abord, si vous le voulez bien, sur la FIG, juste pour qu'on sache d'où vous parlez à cette mission d'étude. Oui, merci Anne et merci à Pierre Janin et à vous tous de me donner la parole ce matin. Alors la FING et moi-même, nous ne sommes pas les plus grands experts mondiaux de la 5G. En revanche, notre champ de travail principal, c'est depuis des années la prospective des transformations numériques et le fait de poser des questions par rapport à l'importance des promesses du numérique qui suscitent pas mal d'intérêt et d'adhésion, et en même temps les sujets de questionnement ou de controverse ou d'incertitude qui vont avec. On a l'impression que ça fait plutôt du bien aux façons de faire le numérique, de le questionner, de le challenger, plutôt que de rester dans ce qui a été très longtemps un consensus industriel et de discours disant bah, l'avenir c'est le numérique. Donc peut-être que l'avenir c'est quelque chose du numérique. Depuis quelques années, on a engagé des approches qui s'appellent questions numériques. L'une d'entre elles a porté il y a un peu plus d'un an sur la question qu'est-ce que ça serait que de se remettre à zéro, de faire une sorte de reset du numérique. Est-ce qu'on ne pourrait pas repartir de promesses initiales et un peu changer de posture, c'est-à-dire au lieu de se poser seulement la question des impacts du numérique sur la société, arriver à se poser la question des impacts de la société sur le numérique et formuler en fait l'interrogation collective: quel numérique voulons-nous et est-ce que nous pouvons faire levier vers un numérique choisi plutôt qu'un numérique subi. Alors quand je dis nous, ce n'est pas un petit groupe de gourous, c'est une organisation collective qui essaie de mener tous ces travaux en donnant la parole à une diversité d'acteurs et en essayant de ne pas être précisément un lobby qui connaît les réponses avant de poser les questions. Et c'est un peu à ce titre-là que je vous propose d'intervenir. Parmi les acteurs collectifs autour de la table, depuis pas mal d'années, il y a Rennes Métropole, qui est adhérente de la FING, comme l'est également par exemple la région Bretagne ou d'autres collectivités en France, ou d'autres acteurs bretons. Voilà, dans ce contexte-là, c'est plutôt une réflexion collective à laquelle je peux inviter. Alors, on l'a vu techniquement tout de suite avec Jean-Benoît Agnani. La 5G, une évolution technologique qui utilise de nouvelles fréquences avec potentiellement plus de données à circuler, potentiellement plus d'exposition. Maintenant, ce qu'on aimerait voir avec vous, c'est les questions et les enjeux que pose cette évolution technologique. Et on va essayer de comprendre ce que sont ces questions liées au développement et au déploiement de la 5G. Pourquoi déjà, en premier lieu, y a-t-il de tels enjeux et de tels débats autour de la technologie? Alors, justement parce que on n'est pas en train de parler d'une technologie hors sol, on est en train, en l'occurrence, de parler des façons dont la technologie, par exemple, va interagir avec un territoire. Le nôtre, celui depuis lequel vous parlez, avec des espaces sociaux, avec des questions environnementales, etc. Et c'est un petit peu ça que je veux regarder et peut-être commencer par la question territoriale.
la 5G n'est pas seulement une excellente technologie d'infrastructure, hein, que Jean-Benoît Agnani vient de nous présenter. Il ne faut pas négliger le fait qu'on est en présence d'un ensemble d'exploits de recherche et d'ingénierie qui permettent cette évolution-là. Et bon, je pense qu'il faut vraiment respecter ce caractère de performance. C'est aussi une infrastructure territoriale et derrière laquelle il y a des choix d'aménagement du territoire potentiel, etc. Si je remonte 2 minutes en arrière, enfin 20 ans ou 25 ans, en fait, il se trouve que dans l'histoire du numérique, c'est-à-dire non pas simplement de l'informatique et des télécoms, mais de la massification de l'informatique et des télécoms parmi la société, dans nos poches, sur nos écrans et ainsi de suite, donc les 25 ans passés, il s'est passé le fait que la libéralisation des télécoms des années 90 a été simultanée à la montée en puissance de l'Internet et du web. Donc, c'est une coïncidence, hein, je ne vois pas de causalité là-dedans, mais du coup, quand se sont développés successivement la DSL et la fibre, il y a eu une revendication des territoires d'être partie prenante, alors même qu'on venait de libéraliser les réseaux, on venait de considérer que les réseaux étaient dans la sphère marchande. Et autant les territoires ont été entendus euh, non sans avoir à hausser un petit peu le ton sur la DSL puis sur la fibre, autant il se trouve que alors qu'on peut se dire qu'il y a des choix d'aménagement du territoire qui sont derrière, qu'il peut y avoir des inquiétudes d'inégalité territoriale, de zones blanches, et puis qu'il peut y avoir évidemment d'autant plus d'inquiétudes que ce sont des opérateurs marchands qui ont des actionnaires et qui vont faire des investissements lourds, qu'ils auront donc besoin de rentabiliser leurs investissements. Ils auront donc besoin non pas simplement de la 5G comme technologie, mais d'une massification de la 5G et de donner la priorité économiquement aux zones solvables. Donc, c'est le premier point, c'est-à-dire par ces modèles de déploiement économique, la question de la territorialité de la 5G risque de se retrouver fortement biaisée et avec des collectivités qui, certes, ouvrent le débat comme vous le faites, mais ont du mal à se faire entendre autrement que par des approches retardatrices qui étaient formulées en introduction, c'est-à-dire ne pas accepter les antennes n'importe où, trouver des arguments autour de la consommation du cloud, etc. Et simultanément, ce qu'on entend chez les acteurs territoriaux, c'est une exigence collective vis-à-vis des opérateurs et de l'État en disant commencez peut-être par finir le boulot sur la 3G, 4G avant d'aller nous projeter des réseaux de demain qu'on n'a pas demandé. Donc, un enjeu de territoire fort avec effectivement cette question de l'égalité entre les territoires et puis de la manière dont on peut accéder ou pas à des technologies. Ça, c'est l'un des enjeux. C'est peut-être celui qu'on entend le moins. Il y a un autre enjeu dont on parle beaucoup plus dans le grand public, dans la presse, dans les échanges. C'est un enjeu environnemental. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cet enjeu-là? Alors oui, c'est un enjeu environnemental fort et j'ai été en fait surpris d'entendre plusieurs grands acteurs industriels et des télécoms dire qu'en fait celui-là, ils ne l'avaient pas vu venir. C'est que s'il y a 2 ans, on leur avait dit qu'il y a un gros enjeu environnemental et écologique sur la 5G, ils auraient dit mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Au contraire, la 5G, c'est une meilleure efficacité énergétique, potentiellement, c'est en partie fait pour ça. Hein, on multiplie éventuellement par 10 ou 20 la quantité de données transmises par unité d'énergie parce qu'on optimise, parce qu'il y a des modes de veille profonde quand le réseau n'est pas utilisé, etc. Et donc, qu'est-ce qui est derrière cet enjeu environnemental? Alors, d'une part, comme à chaque fois qu'on fait des gains en performance énergétique, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on sait qu'on reconsomme systématiquement. Si on ne change pas le système, si on ne change pas la demande, si on ne change pas les modes d'usage, nous reconsommons systématiquement les gains en performance des systèmes informatiques, des data centers, des réseaux au cours des dernières décennies. Donc ça, c'est un constat. En face de ça, il y a augmentation de la consommation, il y a multiplication des serveurs, etc.
Donc, il peut y avoir des gains marginaux en efficacité énergétique située, mais globalement, le système a tendance à consommer toujours plus, ce qui nous amène à une question plus large que pas mal d'acteurs, aussi bien territoires que entreprises, que autres, que chercheurs, vont qualifier de sobriété numérique, qui est un des grands enjeux d'aujourd'hui. Le numérique, globalement, consomme incroyablement trop. Le numérique d'aujourd'hui est beaucoup trop vorace pour le monde de demain et ses ressources limitées. Il y a un ensemble d'efforts qui vont en ce sens. Par exemple, des efforts d'éco-conception, hein, de conception informatique. Il y a des façons de coder, de concevoir les systèmes techniques qui sont plus légères et plus soucieuses de ça. Il y a des façons de faire de l'éco-conception des matériels en prenant en compte le cycle de vie. Il y a des travaux de design, il y a des travaux sur les process d'usage du numérique. Et en fait, une inquiétude, c'est dès qu'on va ouvrir plus de bandes passantes avec la 5G, on donne l'illusion d'un open bar. On donne l'illusion qu'on va pouvoir juste tout faire parce que c'est techniquement possible de tout faire. Et de fait, depuis plusieurs décennies, à chaque fois qu'on augmente la bande passante, elle est consommée. On utilise des fichiers plus lourds, on développe des usages plus gourmands, on ne s'occupe plus d'optimiser parce que ce n'est pas tellement la peine. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de zipper un fichier alors même qu'il va passer en quelques secondes sur les réseaux? Et donc, derrière la question de l'empreinte environnementale des équipements, des équipements de réseau et des réseaux 5G eux-mêmes, il y a, et donc des réseaux et des antennes, il y a la question des terminaux, des appareils, du renouvellement de parc que ces nouvelles promesses commerciales vont générer, qu'on voit aujourd'hui autour de beaucoup de publicités sur la 5G, de montée de l'Internet des objets, de l'IoT un petit peu partout, et donc de tout un ensemble, non pas seulement d'usage, mais d'usage gourmand, avec à la clé renouvellement de parc, ça veut dire une empreinte écologique à la fabrication, en matière de gaz à effet de serre, en matière de métaux rares, etc. Une réduction du cycle de vie des anciens appareils qui fonctionnent très bien. Je vais vouloir passer d'un matériel qui est super, mais qui ne fait que la 3G, 4G pour avoir la 5G, parce que ça va me permettre de regarder Netflix dans le métro. Donc potentiellement, qu'est-ce que je fais de l'ancien appareil? Et puis, une empreinte écologique en fin de vie qui va générer toujours plus de déchets. Donc je suis rapide, il y a aussi d'autres formes de pollution visuelle avec les antennes, spatiale dans l'espace parce que les communications numériques toujours plus nombreuses, c'est toujours plus de dizaines de milliers de nouveaux satellites et c'est déjà bien encombré. Et parfois, on évoque, sans parler de la question de la santé dont je ne parlerai pas ce matin, aussi des questions de biodiversité, c'est-à-dire que certains oiseaux, insectes, etc., on sait qu'ils sont fragiles aux expositions. Donc, on a cet enjeu territorial dont vous avez parlé, d'égalité, on a cet enjeu fort qui est un enjeu environnemental avec cette question énergétique centrale et tous les autres éléments d'impact sur l'environnement. Et dans ce que vous dites, il y a aussi cette question de l'usage, hein, de la manière dont on utilise le numérique et dont on va l'utiliser à la faveur d'un accès plus rapide au réseau. Et ça, pour vous, c'est un enjeu qui est un enjeu de société. Oui, alors à chaque fois que je parle enjeu, vous voyez que j'essaie de montrer qu'il y a toujours une ambivalence, c'est-à-dire que sur le plan territorial, on va simultanément s'inquiéter que mon territoire ne soit pas couvert ou s'inquiéter qu'il soit couvert selon des choix qui ne sont pas les miens. Du côté de l'environnement, on voit que la question systémique ne se résume pas à la 5G, alors même que la 5G aurait pu ou pourrait être porteuse d'enjeux, de promesses d'efficacité énergétique. Du côté des usages, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des promesses d'usage dont certaines sont très intéressantes, et Jean-Benoît Agnani a mentionné tout à l'heure, par exemple, la question du temps de latence. Tout ce qui va pouvoir demander dans des usages numériques du quasi-temps réel. Et donc, les deux qu'on cite le plus fréquemment, c'est la voiture autonome et la téléchirurgie. Vous et moi, on va peut-être convenir rapidement que ça ne va pas être notre usage de demain matin et que nous ne sommes pas tout à fait certains que nos villes vont être intégralement peuplées de véhicules autonomes. Il y aura certainement des usages de mobilité requérant du temps réel et plus globalement des usages de type ville intelligente
dont certains sont critiquables et d'autres sont intéressants, qui vont avoir des justifications à avoir un temps de latence très, très réduit dès lors que des questions de sécurité routière, des questions de ce type-là peuvent se poser. Et puis du côté de la téléchirurgie, qui pour le coup peut être des usages dans 2 minutes, on parle de téléchirurgie qui ne soit pas utilisable avec de la fibre optique, tout simplement parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas la fibre, il y a des endroits ou des situations, par exemple des situations de catastrophe dans lesquelles on peut imaginer avoir besoin d'un temps de latence très réduit pour des interventions à des endroits où des personnes blessées, par exemple, en ont besoin. Ce qui suppose d'ailleurs d'imaginer davantage de 5G contextuel qui va arriver avec des infrastructures plus mobiles à des endroits où on en a besoin, quand on en a besoin, ce qui a été le cas dans le passé avec l'arrivée des premiers réseaux mobiles ou l'arrivée du Wi-Fi dans les premiers temps. Donc, on va avoir ces usages-là, on va avoir des usages industriels de pointe liés à l'industrie du futur. Il y a des demandes et des revendications du côté d'acteurs industriels en la matière. Il y a des usages de l'Internet des objets, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas mécanique, c'est-à-dire qu'on n'a pas littéralement besoin de la 5G pour une énorme partie des objets connectés qui se contentent très bien d'autres formes de réseaux. À Rennes, vous avez par exemple un réseau LoRa qui est beaucoup plus économe et qui arrive aussi à interconnecter des objets en indoor à l'intérieur des bâtiments. Donc, on n'a pas toujours besoin de la 5G pour avoir des objets connectés tout le temps. Donc, autre enjeu, c'est du côté des usages grand public. Pour l'instant, ce qui nous est le plus souvent raconté, ce sont les mêmes usages qu'aujourd'hui, en plus rapide que la 4G et même que la DSL, avec du streaming vidéo partout, tout le temps, de la réalité virtuelle et augmentée, des jeux en réseau, etc. La question étant d'ailleurs de savoir dans quel cas de figure il va y avoir report et substitution de réseaux fixes vers les réseaux mobiles, comme si je vous prends un autre exemple, sur le triple play, la télévision, nous sommes passés de ce qui passait par les antennes hertziennes vers la box pour ce qui est évidemment plus consommateur. Et puis derrière cette question d'usage dans le public, il y a la question de nouvelles inégalités sociales qui vont avec, c'est-à-dire qui va payer pour la 5G, probablement les usagers. Elle coûtera donc probablement plus cher et ceux qui ne pourront pas se la payer pourraient être exclus d'un ensemble d'usages ou alors pourraient faire le choix. Il y aura des usagers à faible revenu qui, comme aujourd'hui, choisiront de dépenser encore davantage d'argent sur le numérique au détriment du reste de leur budget. Donc potentiellement, il y a une question sociale qui est derrière celle-ci. Si je voulais rajouter deux aspects. Premier aspect, aujourd'hui, dans l'histoire de l'Internet, on vit dans un contexte qui est très contesté, enfin très menacé d'ailleurs, qui est celui de la neutralité du net. Demain, le contraire de la neutralité du net, c'est qu'il y aura une meilleure performance allouée à ceux qui paieront plus cher. Et techniquement, je ne dis pas que la 5G juridiquement, etc., va le favoriser, mais techniquement, c'est facile sur la 5G de différencier les tranches d'usage et de sortir de la neutralité. Je pense que le régulateur essaie d'être vigilant là-dessus, mais ce n'est pas gagné. Dernier point pour conclure sur la question des usages. Qui dit nouvelles infrastructures dit usage inconnu. Il n'y a pas de demande aujourd'hui de la part de la plupart, massivement des particuliers, de la part des acteurs économiques classiques. Il y en a assez peu d'ailleurs de la part des territoires. Ça veut peut-être dire qu'il ne faut juste pas le faire. Ça veut peut-être dire qu'on ne sait pas quels usages vont émerger. On sait que pour beaucoup d'acteurs, il y a là un probable champ d'innovation ou de nouvelles pratiques. Alors, ce qui vient tout de suite après cet enjeu des usages, toutes ces questions sur des nouveaux usages existants ou à émerger, ces deux questions, et peut-être en forme de conclusion avant de passer aux questions, ces deux questions qui viennent tout de suite après, c'est que ça pose évidemment un enjeu économique. On voit bien que les débats, en tout cas, peuvent aller vers cet intérêt pour le monde économique. Vous nous avez
parler de notre intérêt économique à nous particuliers, mais il y a aussi l'intérêt du monde économique. Et le deuxième, qui est l'intérêt, enfin en tout cas l'enjeu démocratique de ce que ça met en place aussi comme société démocratique euh, dans les années à venir. Oui, tout à fait. Alors, je vais être rapide sur l'enjeu économique, mais je l'ai déjà un petit peu qualifié tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les territoires, pour beaucoup, ont abordé ces dernières décennies les infrastructures numériques selon un enjeu de compétitivité économique. Si je n'ai pas la couverture des réseaux de demain, potentiellement, j'ai peur d'être un territoire déclassé, parce que tout un ensemble d'acteurs économiques vont vérifier la qualité des réseaux. Alors, aujourd'hui, la 5G peut intéresser particulièrement certains secteurs industriels en matière voilà, d'industrie de pointe, d'industrie du futur, d'usines du futur, qui vont en avoir certains usages. Et plus globalement, en fait, il y a la question de savoir si un territoire qui ne ferait pas le choix de la 5G risquerait d'être, entre guillemets, dépassé dans la compétition économique mondiale de son secteur et de ses secteurs dominants et de ses métiers. Donc, j'en dis pas plus parce que vous aurez certainement à ce sujet des auditions plus qualifiées. Je viens néanmoins sur l'enjeu démocratique. Je l'ai mentionné il y a un instant, il y aura une question d'égalité déjà mentionnée. On n'est pas en présence d'un mode de déploiement qui va vers une logique de service public universel, on est plutôt sur un mode qui fait craindre, s'il n'y a pas d'approche proactive en la matière, des disparités croissantes de couverture. Et donc, ça mérite d'être mentionné. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de liberté, qui est très important. Est-ce que le fait de mettre toujours plus de réseaux partout n'engendre pas mécaniquement toujours plus de traces, toujours plus de capteurs dans le domicile, l'espace public, les lieux de travail, ne favorise pas davantage encore des technologies comme la reconnaissance faciale, qui font l'objet eux-mêmes de très vifs débats, ou d'autres formes de contrôle. On parle aujourd'hui beaucoup d'un numérique au service d'usage policier, d'usage de surveillance, d'usage de contrôle des populations. Et on sait que dans certains pays de la planète, on est très loin de la fiction, y compris dans notre pays, la question se pose de plus en plus souvent. Il y a pas mal d'acteurs militants, comme la Quadrature du Net, qui surveillent d'assez près cette question-là, sur les usages policiers, par exemple des drones, sur la surveillance de la population. On est typiquement dans le genre d'usage que la 5G peut favoriser, et néanmoins avec un paradoxe de sécurité, c'est-à-dire qu'on a là à la fois des systèmes qui vont être à certains égards plus hackables et plus piratables. Je ne parle pas de la 5G elle-même, je parle plutôt des objets connectés, des dispositifs qui vont être connectés un peu partout. Plus on a de systèmes connectés, plus potentiellement on a de systèmes piratables. Et le paradoxe, c'est que comme la 5G repose sur des infrastructures un peu plus distribuées et décentralisées, c'est moins facile à espionner avec certains dispositifs. Si je parle des INSI catchers qu'utilisent actuellement les services de renseignement, ils fonctionnent terriblement moins bien dès que des réseaux 5G sont déployés. Derrière ça, et peut-être pour conclure, la question démocratique est centrale pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est la revendication d'un débat. Alors, si on fait un débat à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, nous dirons beaucoup, on est loin d'avoir toujours eu ce préalable au déploiement des technologies. D'autre part, il y a une complexité inhérente à ce débat. Le dispositif que vous mettez en place en fait la preuve. Il y a des marches à monter pour comprendre la diversité des enjeux de la 5G. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas urgence à une meilleure capacitation citoyenne de culture scientifique et technique, d'éducation populaire, etc., pour que les voix qu'on entend dans le débat ne soient pas simplement les voix des radicalement pour et des radicalement contre, mais pour rentrer justement dans la complexité du débat, avec derrière la question de quelles peuvent être les issues du débat. Sur chacun des enjeux que je vous ai mentionnés, par exemple,
Est-ce que les territoires peuvent être autour de la table? Est-ce que l'éco-conditionnalité qui a été parfois mentionnée par l'ARCEP sur le déploiement des réseaux est possible, etc. Une des questions du débat, c'est effectivement comment est-ce que le débat est suivi de quelque chose, est suivi soit d'une évolution culturelle de notre compréhension de ce qui se joue pour nous avec le numérique et les technologies, soit d'une évolution politique, c'est-à-dire d'une capacité à peser, par exemple, et puis sur les éventuellement décisions. de choix territoriaux. Voilà. J'en dis pas plus. Il y a des questions qui s'adressent à vous également, Jacques-François, ou Jean-Benoît peut y répondre aussi si ça l'inspire, bien sûr. Christian Desbois nous dit, mais la 5G ne sera viable que pour les opérateurs que si elle est assez largement déployée, amortissement de l'achat des fréquences. Donc, en tirant cette question, est-ce que l'un des enjeux majeurs, en tout cas du débat actuel, il n'est pas justement sur ce point-là, sur ce point économique, avec des investissements? Il y a aussi dans les questions des investissements qui se réfléchissent peut-être à l'échelle mondiale. Est-ce que ce n'est pas un élément central en termes d'enjeux, ça? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je voulais dire en refaisant l'historique de la libéralisation des télécoms. Dès lors qu'on considère que le modèle économique de la 5G, dans les choix qui ont été faits en France, c'est un modèle qui repose sur l'investissement des opérateurs et leur rentabilisation. Une partie de la question, c'est plus ils investissent, plus ils ont besoin de rentabiliser et plus forcément ils vont aller vers la rentabilisation la plus solvable et vers la massification. En soi, la 5G n'est pas, c'est de la technologie, c'est de l'infrastructure. La question clé, c'est que pour que ça soit rentable pour les opérateurs, ils doivent pousser à la roue pour que nous achetions beaucoup de services liés à la 5G. Donc à un moment donné, ils vont s'orienter vers une massification des usages, vers les besoins les plus solvables, vers tout un ensemble de choses qui peuvent justifier progressivement des tarifications plus élevées. Et on est en train de parler effectivement de pas mal de milliards, non seulement pour l'achat des fréquences, mais surtout pour le déploiement des antennes. Je voudrais faire le lien, grâce aux questions qui nous arrivent, entre deux enjeux que vous avez posés l'un et l'autre. Euh, Jean-Benoît nous a posé parmi ces enjeux, il y avait celui de la donnée, il y avait celui de l'exposition. Et Jacques-François, vous nous avez parlé d'un enjeu environnemental. Plusieurs questions portent sur le DAS, le débit d'absorption spécifique, et des questions de santé liées à ces expositions. Vous nous avez dit, Jacques-François, je ne vais pas parler de l'enjeu de santé, mais le lien et le débat dans la société, il est là aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu de santé, Jacques-François? Euh, En fait, la plupart de ce que je lis sur l'enjeu de santé ressemble terriblement à l'enjeu de santé qu'on a avant la 5G avec les ondes. C'est-à-dire, on est très largement, c'est plusieurs des questions que vous avez posées, j'ai regardé les questions dans la zone de chat, qui sont adressées à la 5G, sont des questions qui sont liées au chemin de déploiement globaux du numérique actuellement, c'est-à-dire vers du toujours plus ubiquitaire, matin, midi et soir, dans les chambres, dans les rues, dans les lieux de travail, etc. Et en fait, la réponse aux questions de la mesure, c'est une réponse qui est toujours située. Pour y voir vraiment clair sur ce qui va se passer en matière d'exposition aux ondes, en matière de 5G, il va falloir l'observer parce qu'on n'est pas du tout dans la même considération si je suis quelque part aux alentours de la gare de Rennes ou autour des zones les plus denses, ou si je vais dans des lieux un petit peu moins denses de la métropole, ou si je vais à Brocéliande. Donc potentiellement, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, on pourrait faire des paris, mais d'un territoire à un autre, on va avoir des configurations d'antennes, d'exposition, de bombardement d'ondes, etc., qui vont être super différentes et encore extrêmement différentes quand on va parler d'usage à l'intérieur de véhicules ou de transports collectifs, qui sont quasiment
le sujet le plus monstrueux. C'est-à-dire que dès lors qu'on roule très vite et qu'on doit bombarder les usagers avec des antennes un petit peu partout, ça va poser des problèmes accrus. Donc, c'est un petit peu ça le sujet. C'est-à-dire que du côté de la santé, pour ceux d'entre vous qui ont pu, par exemple, regarder complément d'enquête sur le sujet avant-hier soir, euh, la plupart des remarques qui sont faites sont des remarques et des questions et des interrogations lourdes sur globalement la compatibilité des ondes électromagnétiques avec les corps humains, les cerveaux, la santé publique, etc. Et avec des seuils d'exposition qui sont radicalement différents selon les situations dans lesquelles on va se trouver.